Il est le dernier monarque absolu d'Afrique. Dans un monde où les rois règnent mais ne gouvernent plus, lui détient tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires. Rien ne se décide sans son accord. Les lois, les juges, le gouvernement, l'armée, tout converge vers un seul homme. Cet homme, c'est Mswati III. Un roi plus riche que son peuple, vivant dans le luxe pendant qu'une grande partie de la population lutte pour survivre. Palais somptueux, voitures de luxe, jets privés, nombreuses épouses. Son train de vie contraste violemment avec la pauvreté qui frappe le royaume d'Eswatini. Alors, certains le surnomment le roi africain qui domine le monde. Mais que signifie vraiment cette domination? Domine-t-il la planète, les grandes puissances, l'économie mondiale? Ou exerce-t-il simplement un pouvoir total et sans partage sur son propre pays, enfermé derrière des traditions et un système politique figé? C'est cette question que nous allons explorer aujourd'hui. Mswati III est-il un monarque puissant respecté, ou le symbole d'un pouvoir absolu contesté par son peuple? Le royaume d'Eswatini, anciennement connu sous le nom de Swaziland, est un petit état d'Afrique australe, coinque entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Un pays discret sur la carte du monde, avec à peine 1,3 million d'habitants et un territoire comparable à celui d'une région française. Mais derrière cette petite taille se cache une réalité politique totalement à part sur le continent africain. Car ici, les règles ne sont pas celles que l'on retrouve ailleurs. Pas d'élections pluralistes comme dans les autres pays. Pas de parti politique réellement autorisé à exercer le pouvoir. Pas de véritable opposition capable de contester le système. L'Eswatini ne fonctionne pas selon une démocratie classique, mais selon une monarchie absolue. Tout le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul homme, le roi Mswati III. Il est à la fois chef de l'État, chef du gouvernement, chef des forces armées et autorité religieuse suprême. Il nomme les ministres, contrôle le Parlement, influence la justice et peut gouverner par décret. Dans ce royaume, la volonté du roi fait loi. Pour ses partisans, ce système préserve les traditions et l'identité culturelle du peuple swazi. Pour ses détracteurs, il s'agit d'un régime autoritaire, où la liberté d'expression est limitée et où toute contestation est sévèrement réprimée. Une chose est certaine, l'Eswatini est aujourd'hui la dernière monarchie absolue d'Afrique, un cas unique qui continue de fasciner, de choquer et de diviser. Mswati III accède au trône en 1986, à seulement 18 ans, après la mort de son père, le roi Sobhuza II. Trop jeune, disent certains à l'époque. Mais près de 40 ans plus tard, il est toujours là. Et son pouvoir n'a jamais vraiment été remis en question. Car à Eswatini, le roi n'est pas un simple symbole. Mswati III concentre tous les leviers du pouvoir. Il est à la fois chef de l'État, chef du gouvernement et autorité judiciaire suprême. Autrement dit, il gouverne, il décide et il tranche. C'est lui qui signe les lois, sans obligation de rendre des comptes à un parlement élu. C'est lui qui nomme les juges, y compris ceux qui pourraient, en théorie, le juger. Et lorsque les députés deviennent trop critiques, il peut dissoudre le Parlement d'un simple décret. Dans ce système, rien n'existe au-dessus du roi. Sur le continent africain, ce modèle est devenu une exception. Alors que la majorité des pays ont adopté, au moins sur le papier, des systèmes démocratiques, Eswatini reste la dernière monarchie absolue d'Afrique. Un État où les partis politiques sont marginalisés, où l'opposition est étroitement surveillée, et où la volonté du roi prime sur celle du peuple. C'est cette concentration extrême du pouvoir, maintenue depuis des décennies, qui fait de Mswati III une figure à part, un roi du XXIe siècle, gouvernant selon des règles d'un autre temps. Un pouvoir ancien, intact, et toujours aussi contesté. Depuis 1973, la vie politique en Eswatini est figée. Cette année-là, la monarchie interdit officiellement les partis politiques. Depuis, aucun pluralisme, aucune alternance, aucun débat démocratique réel. Le roi gouverne sans contre-pouvoir, dans un système où la contestation n'a tout simplement pas de place. Les syndicats, censés défendre les travailleurs, sont étroitement surveillés. Toute mobilisation sociale est rapidement étouffée. Quant aux journalistes, ils évoluent dans un climat de censure permanente. Critiquer le roi ou le système, c'est risquer l'intimidation, la perte de son emploi, voire l'arrestation. L'information est contrôlée, orientée, et souvent réduite au silence. Les opposants politiques, eux, paient le prix fort. Arrestations arbitraires, procès contestés, pression constante. Beaucoup n'ont eu qu'un seul choix, l'exil. Dans ce pays, réclamer plus de démocratie n'est pas un droit, c'est un danger. Manifester pacifiquement peut conduire en prison. Parfois pire. C'est pour cela que de nombreux observateurs refusent de voir en Mswati III un simple roi traditionnel africain. Pour ces critiques, il incarne plutôt un autocrate moderne, un dirigeant qui utilise les structures de l'État, les forces de sécurité et les lois pour verrouiller le pouvoir, tout en maintenant une façade de stabilité. Derrière l'image culturelle et monarchique, c'est donc un régime autoritaire, où la peur remplace le débat, et où la démocratie reste un espoir lointain pour une grande partie de la population.
Pendant que la majorité du peuple d'Eswatini se bat chaque jour pour survivre, le roi Mswati III vit dans un luxe qui choque, même à l'échelle mondiale. Le contraste est saisissant. D'un côté, une population frappée par la pauvreté, le chômage et l'insécurité alimentaire. De l'autre, un monarque entouré d'opulence. Le roi possède plusieurs palais répartis à travers le pays, entretenus par l'État. Il se déplace dans une flotte de voitures de luxe, voyage en jet privé, et mène un train de vie digne des monarchies les plus riches du monde. À cela s'ajoute une vie familiale hors norme. Plus de 15 épouses, issues pour certaines de cérémonies traditionnelles coûteuses, et des dizaines d'enfants, tous pris en charge par les finances publiques. Chaque année, la famille royale absorbe une part considérable du budget national. Argent public pour les résidences, la sécurité, les voyages, l'éducation et le confort de la cour. Pendant ce temps, les hôpitaux manquent de médicaments, les écoles sont sous-financées, et une grande partie de la population vit avec moins de quelques dollars par jour. Ce n'est pas seulement une question de richesse. C'est le symbole d'un système profondément déséquilibré, où les ressources d'un pays pauvre servent à maintenir le luxe d'un seul clan, pendant que le peuple, lui, attend toujours les promesses de développement, de justice sociale et de dignité. Eswatini fait aujourd'hui face à une réalité sociale extrêmement dure. Le chômage touche une grande partie de la population, en particulier les jeunes, souvent sans perspective d'avenir. La pauvreté est massive, enracinée, et visible partout, dans les campagnes comme dans les villes. À cela s'ajoute une tragédie sanitaire majeure, l'un des taux de prévalence du VIH les plus élevés au monde, qui fragilise des familles entières et pèse lourdement sur le système de santé. Pour beaucoup d'Eswatiniens, le quotidien reste une lutte permanente. Des familles vivent sans accès régulier à l'eau potable, sans électricité, parfois sans soins médicaux de base. Se soigner, étudier ou simplement manger à sa faim devient un défi. Et c'est là que le contraste choque, dérange, révolte. D'un côté, un roi milliardaire, entouré de palais, de voitures de luxe et de privilèges. De l'autre, un peuple pauvre, qui peine à survivre. Un fossé immense, symbole d'un système profondément inégal, où la richesse du sommet ne ruisselle jamais vers la base. Depuis plusieurs années, la colère gronde dans tout le pays. Elle ne vient pas d'un coup. Elle s'accumule. Manifestations dans les rues. Grèves dans les administrations et les entreprises. Émeutes parfois, quand l'espoir laisse place au désespoir. Au cœur de cette contestation, une jeunesse majoritaire, instruite, connectée au monde, mais privée d'avenir. Elle ne réclame pas le chaos. Elle réclame des droits fondamentaux. Une vraie constitution démocratique. La fin du pouvoir absolu du roi. Des élections libres, transparentes, où le peuple pourrait enfin choisir ses dirigeants. Mais face à ces revendications, le régime répond par la force. Des voix réduites au silence. Dans ce pays, demander la démocratie est devenu un acte de courage. Parfois, un acte qui se paie cher. Et pourtant, malgré la peur, la contestation continue. Parce que lorsqu'un peuple n'a plus rien à perdre, même la répression ne suffit plus à étouffer la soif de liberté. Alors, Mswati III domine-t-il vraiment le monde ? La réponse est simple, non. Il ne dirige ni les grandes puissances. Il ne décide pas du cours du dollar, du pétrole ou des marchés mondiaux. Son influence ne dépasse pas les frontières de l'Eswatini. Mais là où son pouvoir devient inquiétant, c'est chez lui car dans son pays, Mswati III règne sans partage. Aucun président pour lui faire face. Aucun premier ministre indépendant. Aucun parlement capable de le bloquer. Aucune cour suprême réellement libre. Tout remonte à lui. Tout dépend de lui. Les lois, il les valide. Les juges, il les nomme. Le gouvernement, il le contrôle. L'armée et la police, elles lui obéissent. Dans un monde où presque toutes les monarchies ont évolué, où les rois sont devenus symboliques, où le pouvoir est encadré par des constitutions, où les citoyens peuvent voter et contester. Mswati III incarne un pouvoir d'un autre temps, un pouvoir absolu, concentré entre les mains d'un seul homme. Dans un pays jeune, pauvre et majoritairement privé de voix. Il ne domine pas le monde, mais il contrôle entièrement le destin de 1,3 million de personnes. Et pour beaucoup d'Eswatiniens, ce n'est pas un roi qui protège son peuple. C'est un pouvoir qui l'étouffe. Mswati III est bien plus qu'un simple chef d'État. Il est devenu un symbole. Le symbole d'une Afrique tiraillée entre deux mondes. D'un côté, le poids des traditions ancestrales, du pouvoir sacralisé, de la monarchie présentée comme garante de l'identité nationale. De l'autre, une jeunesse connectée, informée, qui observe le reste du continent évoluer vers plus de liberté, plus de participation politique, plus de démocratie. Mswati III incarne ce choc frontal entre le passé et le présent. Son pouvoir est immense, presque sans limite. Mais il est aussi de plus en plus contesté. Car un pouvoir qui ne se partage pas finit toujours par se fissurer. Un règne peut être riche, fastueux, impressionnant, mais rester fragile lorsqu'il repose sur la peur,
la répression et le silence imposé. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si la contestation existe. Elle est là. Elle grandit. Elle s'organise. La vraie question est ailleurs. Combien de temps encore cette monarchie absolue pourra-t-elle résister à la pression d'un peuple qui réclame dignité, justice et avenir? L'histoire africaine l'a montré. Aucun pouvoir n'est éternel. Même les trônes les plus anciens peuvent vaciller lorsque le peuple décide de ne plus se taire. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi pour plus d'analyses géopolitiques africaines et dis-moi en commentaire, monarchie traditionnelle ou démocratie moderne?